Bonjour, bonjour, excellent réveil. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous retrouvons à partir d'Alger où règne déjà un beau soleil. Et bien sûr, vous aurez le détail de la météo dans un tout petit moment avec Feriel Chir. Mais avant, parlons un petit peu du sommaire de cette émission dans laquelle nous recevrons ce matin la créatrice et aussi la directrice d'un établissement qui prend en charge les malades à domicile. Il s'agit de santé à domicile, Saha. Donc, nous découvrirons cet établissement et tous les services qu'il dispense aux malades dans un petit instant avec notre invité. Et puis, dans un tout autre registre, nous parlerons d'histoire avec Ahmed Grigahsen. Dans sa chronique de ce matin, il met en valeur un savant musulman, Cheikh El-Missoum, Allah yarhamou. Donc, le détail de ce parcours jalonné de savoir et de connaissances avec lui dans un petit instant. Nous retrouvons également dans cette matinale Ahmed Eddine Lamouri pour la partie réservée aux internets. Aujourd'hui, donc, il nous parlera d'une application en particulier. Et puis, notre amie Lilia Ben Nasser nous dressera un petit peu le topo par rapport au meilleur rendez-vous culturel de ce week-end. Elle sera accompagnée par un représentant des établissements agriculture qui propose un riche programme au public, notamment aussi un retour sur le programme d'hier qui a été réservé à la journée mondiale de l'enfant africain. Donc retour sur cet événement qui a été marqué de manière grandiose à travers le pays. Alors aujourd'hui, voilà, nous aurons aussi le plaisir de parler de distraction, de loisirs avec les représentants de l'association algérienne de paintball qui revient avec des nouveautés annoncées à son public. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin et de nous permettre de vous accompagner en début de matinée. Donc j'espère que vous apprécierez les thématiques sélectionnées pour vous, mais avant de les développer, voici venir Feriel Chir pour un point météo. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس الشركة التكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. Bonjour Feriel. Bonjour à vous Ladia. Ça va? Ça va. En forme ce matin? Oui. La fatigue commence à s'installer avec la fin d'année, voilà, avec les vacances et tout. Donc voilà, sinon ça va. J'imagine, moi je ne suis pas trop de l'humidité du matin. Quand il y a de la chaleur, exactement. Il y a toujours cette brume matinale qui gêne un petit peu. Bon, voilà. Les femmes en ce moment ont tendance à se maquiller, donc voilà, c'est pas évident. Voilà. C'est pas tellement pratique. Mais que disent les cartes aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci à vous Radia. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Donc le soleil sera au rendez-vous avec un temps relativement chaud au nord. Voici pour commencer la carte. Regardez donc après dissipation de brume, des nuages bas, beaucoup de brouillard aussi au lever du jour près des côtes ouest. Le soleil reprendra le dessus au fil des heures. À noter le retour des orages en fin de journée à l'intérieur du pays. À signaler aussi un temps souvent orageux vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Possibilité aussi de quelques faibles pluies vers le Hogar, le Tassili. Les températures, les voici donc cet après-midi. Le thermomètre indiquera des températures élevées avec 44 à Relizane, il fera 39 à Dulfa, 36 à Alger, 37 pour Annaba Skikda, 38 à Batna, au sud 42 à Hassim Saoud, à Ouladjillal à Ghardaya, 44 à Drar, Insalah Tindouf, l'extrême sud, 34 Tamanrasset Janet et enfin 38 pour la wilaya de Elizi. À présent, place à l'état de la mer. Pour cet après-midi, la mer sera belle, calme avec des vents faibles. Une mer peu agitée à l'est avec des vents modérés entre 20 et 40 km/h à l'est, entre 10 et 20 km/h à l'ouest et enfin entre 10 et 30 km/h au centre. Avant de nous quitter, place ce matin au sud de l'Afrique. Aujourd'hui, le temps s'annonce plutôt voilé à Nairobi, orageux et pluvieux à Addis Abeba, couvert aussi à Abuja, Abidjan, côté température 28 à Abidjan, 31 à Abuja, 34 à Kinshasa, 28 sous un grand soleil à Windhoek, un ciel souvent nuageux aussi à Antananarivo, côté température 24 à Antananarivo et enfin 27 à Lusaka. Le soleil se couchera aujourd'hui à 20h
7 minutes. Nous allons gagner une minute d'ensoleillement et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 www.météoalgérie.dz. Merci pour votre attention. Profitez du soleil, de la chaleur aussi avec modération. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس شركة تكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. À mon tour de vous dire à tout à l'heure, Ferial. À tout à l'heure. J'espère que vous passerez une excellente journée. Merci pour toutes ces précisions et j'espère que tout le monde profitera du soleil aujourd'hui. Voilà, avec modération. Avec modération. N'oubliez pas votre petite bouteille d'eau. Voilà, il fait chaud quand même. Voilà. Tout à fait. En tout cas, voilà, si vous aimez Kamel Messaoudi, mesdames, messieurs, donc tout de suite, non pas lui, mais un de ses fans qui reprend une chanson phare de Kamel Messaoudi, Ya Hasra al-Dunya, ce titre qui a séduit plus d'un, donc qui a connu un franc succès. Aujourd'hui, il est chanté avec la voix de Hamza Namira.
Et voilà, ça fait plaisir de réécouter cette très belle chanson de feu Kamel Messaoudi. L'interprétation et le cover de Hamza Noumera aussi nous émeut à plus haut point. Aujourd'hui, nous avons plaisir de retrouver, moi ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, Ahmed Guirgassen, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Naharkoum barouk, Inch'Allah, alhamdoulilah. Toujours versé dans les lectures. On essaie de présenter les gens, quelques lumières, un peu dans une vie obscure. Oui, parfois, pas toujours. Oui, quand même. Oui, il y a un beau soleil qui rayonne. Oui, très chaud. Très chaud, effectivement. Exact. Ahmed Guirgassen, donc vous avez coutume de nous présenter des savants du monde musulman, notamment ceux qui ont évolué en Algérie. Donc, exactement. Aujourd'hui, on découvre justement une sommité. Exactement, et non des moindres, parce que c'est des gens... Juste après l'occupation française, il y a certains qui ont réagi, donc, et chacun sa façon de réagir. Donc les ulama, il y a certains qui ont choisi le chemin de l'exil, certains ont été carrément exilés, donc, ils étaient de force, oui. Donc ils étaient pris manu militari, mis dans les bateaux et comme ça envoyés ailleurs, donc tel que on a parlé la dernière fois d'Ibn al-Nabi, de Mustafa al-Kbabti, ça a été le cas. D'autres qui ont choisi de s'isoler, de se mettre le plus loin possible des autorités d'occupation, donc pour isoler un peu, pour garder l'identité. Donc ils ont cru que le meilleur moyen c'est de s'isoler et de se mettre sur les cimes des montagnes ou dans les oueds perdus comme ça. Mais ils ont été quand même persécutés, ils ont été harcelés par les autorités françaises, tel qu'a été le cas de Cheikh El-Missoum. Oui. Enfin, Cheikh El-Missoum, lui il s'appelle Mohamed El-Moussoum Ben Arqiya, mais le nom connu populaire dans toute la région c'est Cheikh El-Missoum. Et on se souvient que nos grands-mères, nos grands-pères parlaient d'eux encore, donc pendant les années 80-90, le nom existait toujours et le bonhomme était très vénéré, il était très respecté, et on se demandait pourquoi. Donc pour nous, on peut l'assimiler à un homme, sage, ou peut-être oui, un wali. Généralement, on n'a pas la mesure, on ne sait pas qui c'est. Oui. Mais là, quand on vient donc à découvrir la biographie du bonhomme, on comprend un peu pourquoi. Biographie et bibliographie, parce qu'il était très prolifique. Exactement, le Cheikh El-Missoum a été très comparé à d'autres. Et à chaque fois, d'autres qu'on prend avec beaucoup de précautions, parce que souvent on ne connaît pas les personnes. On connaît pas, on n'a pas on les connaît pas réellement, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont produit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas produit, est-ce qu'ils ont écrit, est-ce qu'ils ont laissé des choses ou pas. Et souvent, et très très souvent, on est surpris de découvrir que c'est des gens. Là, on voit la zaouia de Cheikh El-Missoum, donc c'est une vieille image. Donc il y a un événement, donc ça doit être le Moussim de la Zawiya ou une fête de Eid ou quelque chose comme ça. Donc il faut dire qu'il est né en 1840, donc 1820, pardon, c'était au 19e siècle. Exact. Donc juste avant l'occupation de l'Algérie. Donc puis il commence ses études, donc des études classiques, le Coran. Puis il étudie chez lui. Il étudia aussi à Mazouna. Puis il se déplace à la Zawiya de Sidi Adda et là donc il découvre un peu la deuxième plus grande partie, la partie la plus importante de la culture islamique, qui est le tasawwuf, le soufisme. Donc il cherchait sa voie mystique, il cherchait sa voie spirituelle, soufi. Donc il devait choisir. Il y avait plusieurs tariqas qui étaient présentes dans le territoire. Donc il y avait Rahmaniya qui était très active, il y avait la Tijaniya, il y avait à l'ouest, il y avait la Cheikhiya, et puis lui, donc dans un songe, il voit Cheikh Adda qui lui demande de venir le voir. Donc il va, et là il devient Derqawi Chadouli. Donc il s'inscrit dans la silsila Chadouliya, et il devient, après le décès de son maître, le grand maître de la Chadouliya, à tel point que même des muftis, tel mufti Cheikh Ali ibn Haffaf, donc lui a rendu visite et apparemment a été son adepte. Donc il y a aussi les Ben Allal de Qli'a, il y a Oulad Ben Hamoud de Miliana. Donc c'est des familles et non des moines qui ont été un peu très liés, disons, ou bien dans la voie
soit soufi ou bien scientifiquement, culturellement, avec Cheikh El-Missoum. Donc vous voyez, et puis lui, sa première zaouia, il la fonde à Gharib, dans la région de Miana, et à un certain moment, il décide de créer une deuxième zaouia, il s'éloigne encore plus, et il choisit un lieu qui était à l'époque vide, il n'y avait rien, donc il y avait quelques vestiges comme ça, et il s'installe à Qasr al-Bukhari, et il construit sa zaouia. C'est autour de sa zaouia et de sa mosquée que s'agglutinent les gens et que le Qasr al-Bukhari Voilà, est né. Donc, d'une bourgade devient une ville. une Voilà. ville exactement Tout à telle fait. qu'on la voit maintenant, et c'est devenu un centre culturel parmi tant d'autres qu'il y avait en Algérie, parce que de 1830 à 1850, les Algériens, surtout au centre de l'Algérie, étaient occupés dans la lutte anticoloniale. Donc c'était les insurrections, c'était les révoltes, c'était la résistance avec l'émir Abdelkader et avec tous les autres. Et à un certain moment, mais les chouyours n'ont pas délaissé l'apprentissage, n'ont jamais délaissé l'enseignement. Donc même par exemple pendant les affres de l'insurrection de 71 de Cheikh El-Mokrani, Cheikh El-Haddad, donc il y a des gens qui étaient dans les cimes des montagnes, ils étaient complètement isolés, ils n'avaient rien à manger, mais il y avait les vieux qui connaissaient quelques bribes de Coran ou qui étaient maîtres du Coran, qui continuaient à enseigner le Coran, ils n'ont jamais arrêté, parce que pour eux ça faisait partie de leur identité, il fallait conserver. Donc on peut voir aussi quelques images de ces ouvrages, donc il a plus de 35. Donc, certains ont été publiés par son fils ou son petit-fils. En général, les titres disent l'un du sujet, parce que c'est ou bien Salat ala Rasul salatu salam, ou bien c'est des adhkar. Mais il y a aussi certains écrits qui sont importants dans le dogme, et il a même une rihla où il parle de sa vie. Donc, mais cette rihla apparemment elle a été perdue parce que je ne la vois pas dans la liste. Certains auteurs parlent de sa rihla, mais bon, on ne la voit pas. On dit de lui qu'il a influencé beaucoup de voyageurs et chercheurs de l'époque, c'est-à-dire Exactement. Voilà, qui sont partis s'abreuver un petit peu des connaissances d'ailleurs pour revenir un petit peu dispenser l'enseignement chez eux. Donc il y a certains officiers, donc c'était à moitié curiosité intellectuelle. La plus grosse partie c'était de l'espionnage. Il y avait Joly, il y avait Desparmé, il y avait tous ces gens, donc c'était des orientalistes. Mais souvent c'était des officiers de l'armée coloniale, donc ils s'intéressaient surtout à ces tariqas comme réseau d'influence. Et justement, c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, le soufisme tel qu'on l'a pratiqué jusqu'au 19e, jusqu'au 20e siècle est combattu, que ce soit par les salafis ou que ce soit par le colonialisme, parce qu'ils sont contre toute forme de résistance. Les deux versants, comme par hasard, donc ils s'accordent mais ils s'accordent aussi à comprendre que l'essence de la résistance des peuples musulmans venait de ces tariqas, venait du tasawwuf. De ces centres de rayonnement qui offraient l'apprentissage, qui offraient voilà, des connaissances un peu plus neutres et non pas dirigées, non pas influencées. Ils offraient un apprentissage, ils offraient des connaissances complètes. C'était l'islam complet, donc c'était pas un islam tronqué tel qu'on veut nous l'enseigner maintenant. Donc il y avait et ilm al-Dahir et ilm al-Batin, donc il y avait et l'intérieur et l'extérieur qui étaient cultivés. Donc ce qui a fait que quand les Algériens ont été acculés au fin fond de soi-même à cause du colonialisme, donc ils sont partis chercher la résistance de leurs tribus, et les tribus c'est Roh, donc c'était ces tariqas qui étaient à l'avant-garde de la résistance, et c'est ces tariqas qui ont résisté. Donc il y a le Qadiriya avec l'Amir Abdelkader, il y a Rahmaniya qu'on connaît avec Cheikh El-Haddad et Zaatcha et tout, il y a aussi Shadouliya, Darqawiya, donc ils étaient très connus. C'est pour ça qu'on a essayé au début de les rattacher, parce que lui-même a été convoqué par le gouverneur général, il lui a même proposé la direction de la Médersa d'Alger, il a refusé. Donc encore une deuxième fois, on l'accuse de préparer une révolte, donc ils font donc une perquisition dans sa zaouia, donc ils prennent ses documents, ils partent avec, et à un certain moment, une deuxième perquisition où ils trouvent une lettre, c'était une lettre piège envoyée par un officier de l'armée française, lui demandant de refuser il y avait en fait, à la fin du 19e, les Français voulaient passer du
régime militaire au régime civil. Donc, dans quelques zones, il lui demandait de résister. Donc, c'était une lettre piège, heureusement qu'il n'a pas répondu parce que ça lui aurait coûté sa vie. Exactement. Effectivement. Donc, voilà. Donc, on voit que le bonhomme, apparemment, n'a fait qu'enseigner, apparemment, n'a fait qu'être un cheikh de tariqa, mais il avait un poids politique très important, et non des moindres. Donc, les gens qui viennent dire maintenant que les soufis, c'est des gens, c'est des ascètes qui abandonnent l'existence et qui sont dans leur spiritualité isolée du monde, c'est pas vrai. Non, il suivait un objectif clair, celui de préserver une identité. Exactement. Voilà, une identité, de préserver aussi les préceptes de l'islam tels qu'ils ont été enseignés, voilà, tels qu'ils lui ont été enseignés, parce qu'il s'est abreuvé auprès de grands chiours, n'est-ce pas? On n'a pas parlé un petit peu de son enseignement. Justement, il était influencé aussi par la réforme qui venait aussi d'Orient. Exact. Oui, mais il est décédé en 1883. Donc, les réformistes, donc Jamal Din Afghani, Mohamed Abdou, le rayonnement n'est pas arrivé. Il n'est arrivé qu'à la fin du 19e siècle avec les journaux qui arrivaient. Donc, je ne pense pas. Peut-être qu'il a été influencé par les premiers livres qui venaient. Donc, l'imprimerie s'installait dans le monde musulman, en Égypte, en Tunisie ou même ici en Algérie. Oui, sûrement, mais les écrits de Jamal Din Afghani et toutes les réformes qui sont venues par la suite, je ne sais pas si c'est arrivé. Pas encore. Mais il y avait des prémices. C'était la fin, exactement. Pour eux, le plus important, c'était la question existentielle. Les Algériens devaient continuer à exister tels qu'ils l'ont été en conservant leur tête croyance, et leurs âmes. Oui. Donc, le plus important pour eux, c'est de sauver les âmes. Donc, c'est ça. C'est pour ça que l'enseignement mystique ou l'enseignement soufi est très important pour les musulmans et ça fait partie de l'identité algérienne telle qu'elle a été de tout temps. Donc, voilà. Donc, on a vu un peu quelques images des différents manuscrits. On voit, là, c'est Hizb al-Falah, yuqra'u fil masa, Tibb al-Arwah. Donc, on voit j'aime bien les titres rimés parce que ça dénote une certaine époque. Ça. Donc, Tibb al-Arwah, Hizb al-Falah, yuqra'u fil masa au sabah. Donc, il a exactement. Donc, il a l'Aqd al-Thamin, fi salati wa salam ala. Ça c'est le manuscrit. Le premier, avant on a vu le manuscrit, là c'est l'édition. C'est Hizb al-Anwar, al-Jami' لسادة الأذكار. Oui, c'est une écriture très particulière. Exactement, ils font la calligraphie. C'était de la calligraphie avec... Donc voilà, le souci c'était vraiment de conserver l'identité. Mais c'est quand même très, très bien conservé, je trouve, pour des manuscrits aussi anciens. Donc, c'est probablement sa descendance qui a veillé à la préservation de cet héritage. Et justement, donc, il y a l'un de ses arrière-petits-fils qui a édité ce livre. Oui, on va essayer de le montrer, si Dida le veut bien. Donc, dernièrement, ils l'ont publié. Et donc, c'est pour conserver la mémoire de... Et c'est ce qu'il faut. Donc, il faut que la descendance conserve la mémoire de leurs aïeux, de leurs ancêtres, parce que c'est très important. On a eu de la chance de conserver tous ces manuscrits grâce à la famille de Cheikh al-Missoum. Donc, c'est eux qui ont conservé. Et bien sûr, et les familles des disciples aussi, de tous les gens qui ont entouré Cheikh al-Missoum à l'époque. Et c'est comme ça qu'on conserve la mémoire d'une nation. C'est aussi grâce à vous, cher ami. Ahmed Grig Hassan, vous nous aidez à découvrir les savants de l'islam qui ont vécu en Algérie et qui ont rayonné de par leur savoir dans cette région du Maghreb et même au-delà. Exactement. Et même au-delà. Donc, Cheikh al-Missoum en fait partie. On a découvert un petit peu ce parcours jalonné justement jalonné de dons, de générosité. Beaucoup d'abnégation. Donc, c'est des gens qui se sont sacrifiés, il faut le dire. Tout à fait. C'est aussi un sacrifice que de
que de rester soi-même en période de colonialisme. Merci beaucoup, Ahmed Merci à vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Inch'Allah. La Kunam al-Hayyin, bien sûr. Et puis, tout de suite, on va découvrir un autre pan de l'héritage de notre pays. On va aller vers le musée des antiquités et des arts islamiques en compagnie de Lamia Bedbouda qui va nous faire découvrir 5 objets phares justement qui racontent l'histoire de l'islam dans notre pays. Il raconte l'histoire de l'art en Algérie depuis 2500 ans. Il est le plus ancien musée d'Algérie et d'Afrique. J'ai nommé pour vous le Musée national des antiquités et des arts islamiques. Aller à ce musée, c'est partir à la rencontre de notre patrimoine. Le musée des antiquités est inauguré en 1897. Il est considéré comme le premier musée en Afrique et en Algérie. Ce musée il est réparti en 2 pavillons. On a le pavillon des antiquités classiques et le pavillon des arts islamiques. Rosa Taran, conservateur, a bien voulu nous citer 5 pièces maîtresses à ne rater sous aucun prétexte lors de votre visite. 3 de ces objets sont dans la salle des bronzes. Je vais citer les 5 pièces à ne pas manquer quand on visite un musée. Donc, je vais commencer par la déesse Vénus, qui est la déesse de l'amour et de la beauté. Et on a aussi le masque de parade qui nous provient de Ingrid de Msila et qui est daté du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est un masque de parade où on peut dire que c'est une visière d'un casque que portaient les soldats pour faire des manœuvres militaires devant des empereurs. Enfant à l'aiglon. Cette belle pièce représente un enfant tenant un aiglon. La légende raconte que le dieu Zeus se métamorphosait pour prendre possession de tout ce qu'il aimait. Alors le dieu Zeus s'est métamorphosé en aigle. Le 4e objet, ce sont les fameuses tablettes d'Albertini. Ce sont des actes notariés écrits sur du bois de cèdre et qui datent de l'époque vandale. On les appelle les tablettes d'Albertini parce qu'ils ont été déchiffrés par Albertini. C'est un lot de tablettes qui ont été trouvées dans une jarre à Tébessa. Donc ces tablettes représentent des actes de vente. On a plusieurs actes de vente. On a l'acte de vente d'un lot de terrain, la dot d'une mariée et la vente d'un esclave. La 5e pièce, c'est la distribution des eaux, qui est une inscription très importante et qui porte le système d'irrigation utilisé dans la période romaine. C'est les villageois ou bien les citoyens qui ont demandé aux autorités de le faire un système d'irrigation. Pour Melila Meshdel et sa famille, d'autres objets ont suscité leur intérêt. L'église catholique, c'est une mosaïque qui se trouve à l'intérieur, c'est écrit en latin. Donc je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est beau كيفاش كانت مخدومه et tout. Donc لا بياس اللي شفتها شغل تاع النبي دانيال وتاع الثاني تاع نبي ابراهيم كان راح يضحي بوليده. Beaucoup de raisons peuvent nous amener à pousser la porte des musées. C'est un lieu qui nous explique l'essentiel et nous aide à connaître l'histoire des hommes et celle de leur environnement. Bonjour encore une fois à ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans Bonjour d'Algérie, nous allons parler de santé, mais de quelle manière? Vous me direz, à travers un établissement qui dispense une prise en charge à domicile des patients, ça s'appelle Saha, et sa créatrice, le membre fondateur, vraiment le leader, la locomotive de ce groupe justement de personnes, est avec nous ce matin. Il s'agit en l'occurrence de Madame, je vais citer votre nom, donc Madame Jawida Ayoun, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice de santé à domicile à Saha. C'est ça. Et puis la fondatrice aussi. C'est ça, exactement. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation, je vous remercie. Voilà, donc... C'est un établissement jeune. En effet. Voilà, qui est né cette année, n'est-ce pas? En effet, oui. On a commencé l'année, enfin on a eu l'agrément
fin d'année 2021, le temps de démarrer, voilà. Très bien. Maintenant, tout est sur rail et vous êtes opérationnel avec toute une équipe pluridisciplinaire. On peut dire un petit peu ce que peut offrir cet établissement en particulier? Voilà, bon, c'est un établissement, moi je dirais que c'est un cabinet de groupe. Donc, on prodigue des soins, des consultations et des soins infirmiers à domicile. Bon, c'est un nouveau concept qui commence à se développer petit à petit en Algérie. Tout à fait. Voilà. Bon, en Europe, ça se fait depuis plusieurs années. Et là, moi, personnellement, après toute une carrière de fonction publique, après ma retraite, enfin, avant de prendre la retraite, j'envisageais déjà l'ouverture d'un établissement pour dans ce sens. Voilà, dans ce sens. Vu le manque de services de gériatrie chez nous. Hein. C'est vrai, bon, ce qui veut dire la prise en charge des personnes âgées. Exactement. Oui. C'est-à-dire que de prime abord, c'était dans ce sens. C'était la prise en charge des personnes âgées, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Mais avec la Covid, il faut dire que ça s'est généralisé. On a vu même des familles demander des consultations de pédiatrie pour leurs enfants à domicile. À domicile, excellent. Donc c'est vrai que les hôpitaux étaient un petit peu saturés pendant la pandémie, d'où le recours à ces palliatifs, à ces alternatives, on dira, Exactement. dans la mesure où voilà, il y a eu vraiment une réflexion sérieuse de la part de certains médecins qui ont pensé juste. Et vous donnez la preuve que c'était bien, donc dans la mesure où vous donnez continuité à cet élan. En effet, en effet. Pendant la Covid, la demande était très forte, il faut le dire. Et je vous ai dit, ça allait de la pédiatrie jusqu'à la gériatrie. Il y avait la saturation des hôpitaux, premièrement. Il y avait aussi le risque de contamination. Les gens avaient peur de se déplacer pour peut-être une pathologie anodine à l'hôpital et ressortir de là avec le virus en échange. Voilà. Donc, les gens évitaient au maximum les hôpitaux. Et puis, en fait, c'est-à-dire que nous, notre équipe, bon, on a des médecins généralistes et on a des médecins spécialistes qui travaillent avec nous et bien sûr des infirmiers. Voilà. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer. On a un standard téléphonique. Nos opérateurs reçoivent les appels. Ils sont formés dans ce sens. Ils demandent le maximum d'informations et de symptômes. Et ils transmettent tout de suite la demande aux médecins. D'accord? Nous, les médecins, on est sur terrain, particulièrement les généralistes. Pour les spécialistes, on travaille sous forme de vacation. Donc, c'est-à-dire... c'est au besoin. J'imagine qu'une fois que le généraliste détecte le besoin... Exactement. En général, c'est sur rendez-vous. Sauf quand, de prime abord, le patient veut un spécialiste. Des fois, le patient directement, voilà, je veux un pneumo. Donc, dans la mesure où il connaît peut-être sa pathologie, voilà, tout est clair. Oui, et nous assurons même des hospitalisations à domicile. Alors, l'hospitalisation à domicile, la prescription peut venir de notre établissement, d'un médecin de notre établissement, tout comme la prescription peut venir d'un secteur hospitalier ou d'un autre médecin privé. De toute façon, moi, je dis toujours que le secteur hospitalier et le secteur privé sont des secteurs complémentaires. Absolument. On œuvre dans le sens de la bonne prise en charge des patients. Absolument, c'est vrai que ça va ensemble et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure aussi de soins en infirmerie, donc ils sont divers, vous avez tout un panel de prise en charge dans ce sens. En effet, bon, ça va de la simple injection, il y a une personne qui doit faire une injection par jour, elle ne peut pas se déplacer, elle nous appelle, c'est notre infirmier qui se déplace, jusqu'au prélèvement sanguin peut-être aussi, oui, un petit prélèvement par-ci. Donc, injection, perfusion, pansement des soins d'escar, prélèvement sanguin avec acheminement vers le laboratoire et acheminement des résultats vers le patient. C'est-à-dire que le patient, il ne se déplace pas. Il appelle et tout est fait. Très bien. On s'occupe de tout. Voilà. Bien sûr, du temps de la Covid, il y a les tests antigéniques, les tests PCR.
et l'oxygénothérapie, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tous les Voilà, et tous les aspects aussi liés au cardiovasculaire ou alors à l'hypertension artérielle, parce que vous avez aussi des examens qui peuvent être faits. En effet, on fait place. Donc le CG à domicile, l'AMAPA à domicile. C'est-à-dire que tous les examens où on peut déplacer les appareils, on les assure à domicile. Très bien. Voilà. Est-ce que vous assurez aussi le déplacement vers les hôpitaux, donc des ambulances Non, nous n'assurons pas pour le moment. Nous n'assurons pas de transport. Je pose la question, moi je le sais, mais c'est pour que vous répondiez et que le téléspectateur qui nous suit ce matin n'ait pas l'amalgame. Voilà, non. Pour le moment, nous n'assurons pas le transport. Ça nous arrive de nous retrouver, par exemple, on se déplace, on se retrouve devant une urgence. Là, il faut être clair. Quand il s'agit d'une urgence où nos moyens ne suffisent pas pour prendre en charge, là, on demande tout de suite, on appelle nous-mêmes le SAMU ou bien la protection civile et on évacue le patient vers les structures. Voilà, donc le principe, c'est que les médecins et aussi les aides médicaux se déplacent vers le patient à son domicile et le prennent en charge. Avant, il y avait cette tradition de la part des médecins de famille, hein, docteur? En effet. Ça nous permet de revenir un peu vers le médecin de famille, hein, parce que vous savez, quand on va chez un patient, on rentre chez lui, on fait un peu, on rentre dans son intimité, hein, et là... D'ailleurs, en général, un patient, il y a une confiance qui s'installe. Absolument. Et puis, le fait de nous recevoir chez eux, les patients, ils ont tendance, il y a un petit attachement là qui se fait, hein, et une confiance qui s'installe. Et en général, le patient, quand il rappelle une deuxième fois, il s'arrange toujours pour demander le premier médecin qui était parti. Je veux docteur Reflen. Bon. On respecte ça, hein, c'est tout à fait normal, on respecte ça, parce que le contact malade-médecin est très très important. Quand le contact est positif, ça aide beaucoup au traitement et au rétablissement du patient. J'imagine. En tout cas, vous avez mis fin à cette phobie des hôpitaux chez certains, parce que beaucoup de patients qui sont chez eux refusent de se soigner ou n'ont pas le bon réflexe pour se soigner, dans la mesure où ils ont cette appréhension de l'hôpital. Et là, c'est aussi une manière de dépasser cet obstacle grâce Tout à fait, parce que il faut dire que, surtout chez les personnes âgées, l'hospitalisation installe une phobie, comme vous avez dit, et puis être seul à l'hôpital, des fois on ne permet même pas de garde malade, c'est tout un stress et une phobie qui s'installe. Là, le patient, il est chez lui, surtout dans les cas des hospitalisations à domicile. Le patient, il est chez lui, dans son confort, entouré par sa famille et les membres de sa famille. Rien ne change pour lui et c'est rassurant, exactement. Il y a moins de stress, hein, et pour la famille et pour le patient. Et c'est les médecins et les infirmiers qui se déplacent. Là, on établit carrément un programme avec, nous avons tout un staff avec le réanimateur, les médecins spécialistes. Nous avons de l'endocrino, la médecine interne, la gastro, je vous ai dit la pédiatrie, la chirurgie orthopédique, la CCI, chirurgie infantile, la pneumo, la psychiatrie. Voilà, toutes ces spécialités, nous les avons, toutes ces spécialités. Et là, on se concerte entre nous, on établit une conduite à tenir avec une feuille de route et on fait autant de passages que c'est nécessaire. Quand c'est un patient qui nécessite 3 passages par jour, on fait les 3 passages jour. D'accord. Le patient est chez lui, dans son lit, hein, il ne bouge pas, il est dans son confort, entouré de sa famille et c'est nous qui nous déplaçons vers lui. Et là, dans les cas des hospitalisations à domicile, nous adaptons des tarifs très étudiés et bien sûr, nous, en fonction de... parce que c'est des traitements lourds en général, donc ça revient cher. Il faut dire qu'on est un service privé, payant. Donc, mais là, on essaye quand même de faire des prix vraiment très, très, très étudiés. À la portée de la bourse algérienne. Exactement. Exactement. Voilà. C'est très, très, très intéressant. En tout cas, et c'est très important de réfléchir aussi dans ce sens par rapport
voilà, au coût des prestations médicales actuelles. De toute façon, nous, l'essentiel pour nous, c'est la prise en charge des patients. Vous savez, surtout dans les cas de post-AVC, d'Alzheimer, là, c'est des malades lourds, mais qui ne peuvent pas garder un lit au niveau de l'hôpital parce que le rétablissement demande beaucoup de temps. Oui. Donc, et là, ça risque de revenir. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Nous, notre principe et notre devise, même quand on se déplace pour des familles et on voit que leur niveau de vie, c'est des conditions un peu difficiles, on fait ça gratuitement, on n'encaisse pas. D'accord. Là, c'est notre principe, c'est notre mot d'ordre. Hein. Quand on voit que les familles sont dans des conditions difficiles, hein, financièrement, écoutez, on ne va pas lui dire on ne vous prend pas en charge parce que vous ne pouvez pas payer. Hein? Oui, tout à fait. Bon, c'est eux qui ont appelé, mais là, quand on se déplace et qu'on voit que les conditions sont quand même le cœur précaires, l'emporte. il y a que ça. Le cœur l'emporte, Voilà. la générosité, le côté l'altruisme, humanitaire, on est des médecins avant tout. Oui, absolument. Donc, c'est-à-dire que là, bon, c'est un secteur privé, mais on fait des concessions sur beaucoup de choses. Oui, j'imagine, avec ce recul, cette expérience que vous avez, donc j'imagine un petit peu que vous arrivez à gérer tous ces aspects. Donc, Madame Ayoun Jawida, donc je rappelle que vous êtes à la base médecin, donc généraliste, que vous avez une expérience très variée dans différents domaines de la santé, ce qui vous a aidé certainement à aller vers cet établissement, qui est un établissement qui demande une vision globale. Exactement, avec toute l'expérience que j'ai acquise pendant 32 ans de service public, entre hôpitaux, polycliniques, sociétés nationales, etc. Justement, en fin de carrière, j'ai décidé de mettre à profit quand même toute cette expérience au profit des patients et des concitoyens. On fait de notre mieux. Vous avez en tout cas réussi à fédérer, à rassembler une très belle équipe de médecins. On a une des équipe médecins dévoués, complètement disponibles. Qui ont de l'expérience, qui sont disponibles, qui ont de l'expérience, c'est très important. Là, Voilà. pour le recrutement, c'est mon critère primordial. Oui. Et donc, ça a donné naissance, depuis le début de cette année, à ce service qu'on appelle Santé à domicile, As-Saha. Voilà. Donc, merci en tout cas de nous avoir permis de découvrir l'existence de ce service. Merci. Bon, nous avons une page Facebook que les internautes peuvent consulter. Donc, c'est As-Saha, E2SEHA, à domicile. Une page Instagram qui porte le même nom, As-Saha à domicile. Et nous avons bien sûr un site web, assahadomicile.com, voilà. Donc, il y a tous les détails, toutes les spécialités, tous les gestes qu'on fait. Et nous avons notre standard téléphonique, le 05 55 50 50. Il vient d'apparaître à l'écran. Ah, très bien, voilà. Le 05 voilà, 50. il est visible justement à l'antenne. 50 55 et le 07 70 11 05 77. On vous souhaite en tout cas bon vent à tous. Merci pour tout ce que vous faites pour les patients. Merci merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Donc voilà, c'était notre volet santé dans cette matinale avec le docteur Jawida Ayoun qui nous vient de nous parler de ce service ô combien important actuellement. Donc, nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin, cette fois-ci avec une petite page touristique. On va mettre le cap sur Oran. Oran, bien sûr, tous les projecteurs convergent dans ce sens, mais bien sûr, on va aussi voir de plus près à quoi ressemble cette ville dans ces circuits proposés en marge justement des Jeux méditerranéens. Le reportage est signé Walid Yousfi. Si vous visitez el Bahia, prenez le temps de vous promener dans les rues du vieil Oran. Ici, c'est une véritable cité-musée. Le fort de Santa Cruz, la mosquée de Sidi El Houari ou encore le théâtre régional Abdelkader Al-Oula. Ces monuments sont un véritable patrimoine civilisationnel, témoin d'un brassage des cultures. هنايا رانا في موقع تاريخي كما راكم تشوفوا هنايا. Comme vous pouvez le voir, ici nous sommes devant le monument de Sidi Ibrahim. Ici vous avez l'hôtel de ville d'Oran qui date de 1886. De l'autre côté vous avez le théâtre régional Abdelkader Al-Oula construit en 1907. l'opéra مسرح عبد القادر علولة بني 1907
En prévision des Jeux méditerranéens prévus à Oran à partir du 25 juin, notre association a organisé cette sortie touristique qui fait partie des circuits touristiques tracés par le comité d'organisation des Jeux méditerranéens en collaboration avec l'ONAD. Oran, une ville touristique par excellence, une wilaya qui attire de nombreux touristes durant la saison estivale. La ville d'Oran est juste magnifique. Je suis sûre qu'Oran relèvera le défi de l'organisation de ces Jeux méditerranéens. Oran est désormais prête à accueillir cet événement sportif d'envergure internationale, dont le coup d'envoi sera donné le 25 juin prochain, où de nombreux touristes pourront découvrir la richesse du patrimoine algérien. سبلت الطلبة وسيدي بلال طريق السيارة دلالات كانوا في كل مكان. Je poserai peut-être une ou deux questions. Voilà. Ah bah oui, je poserai des questions, je dis bien. Je ne savais pas que j'étais déjà à l'antenne. Bonjour et ravi de vous retrouver, messieurs, dames. Et ravi aussi de retrouver mon ami Ahmed Eddine Lamori, ici présent, qui nous fait découvrir l'univers des internets en général. Oui, bonjour Radia. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Voilà. On On baigne toujours dans la technologie, n'est-ce pas? Rien n'a changé. On essaye, on fait de notre mieux. On avait parlé parfois de jeux vidéo, parfois de tout ce qui est application, etc. Et aujourd'hui, justement, on va parler un petit peu de ce qu'il y a comme application utile. Alors, il y en a une en particulier. D'ailleurs, on va parler avec l'invité tout à l'heure, mais je vais juste préparer un petit peu le terrain pour expliquer que parfois, il y a un besoin en termes d'application et on ne sait même pas où chercher, comment faire. On cherche parfois des plombiers, on cherche parfois des électriciens, on cherche sur les groupes, sur Facebook. C'est généralement ça qui nous sauve, on va dire. Il y a des groupes qui s'appellent le meilleur, pire coin, le coin, etc. Oui. Un toit pour un chat. Voilà, il y a de tout, il y a de tout. Oui. Et justement, on ne sait pas comment, on ne sait pas à qui s'adresser. Et du coup, parfois on pose, c'est comme une bouteille à la mer, on met la question et on n'a pas forcément de réponse. Il y a des réponses qui ne sont pas forcément adaptées à notre besoin, à nos besoins. Donc, en discutant avec notre invité ici présent, Sidi Ali Hellal. Bienvenue. Bonjour Sidi Ali. Bonjour Sidi Ali. Merci de m'avoir accueilli dans votre plateau pour justement parler de l'univers Wessila, l'application mobile Wessila. Alors, tout d'abord, je veux donner un petit bref aperçu sur ma carrière, mon cursus. Alors, je suis licencié en marketing en 2007, après avoir fait quelques petits jobs post-graduation. J'ai introduit, pour survivre, pour survivre. J'étais gérant d'un hypercafé, j'ai fait chauffeur aussi, donc j'ai travaillé des petits métiers. Et j'ai eu l'opportunité d'introduire le monde de l'industrie pharmaceutique, où j'ai fait une carrière de 15 ans. 15 ans, j'ai gravi plusieurs échelons. J'ai fait même un passage à l'étranger où j'étais 2 ans en Suisse. Et après ces 15 années, il y a eu le Covid qui est venu. Et comme chaque personne, on était confinés dans nos maisons. Et moi, en tant qu'homme, je commençais à avoir la barbe qui poussait, les cheveux qui montaient. Et en fait, j'avais besoin d'une tondeuse bien spécifique, une marque bien spécifique. Et du coup, je suis parti chercher dans les plateformes connues à ce jour. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai appelé des magasins. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai posté aussi cette bouteille à la mer dans l'univers Facebook. Dans l'espoir qu'elle arrive. Et on a volé la bouteille. Voilà. On a volé la bouteille, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, tiens, pourquoi pas aller vers une solution qui regroupe les deux choses en même temps. C'est-à-dire que je peux poster une annonce directement, mais qui va être partagée directement avec des fournisseurs de services, et aussi pouvoir utiliser un annuaire qui sera géolocalisé, qui me donnera le plombier qui est à côté de moi, le magasin cosmétique, la pharmacie, l'électricien, même ceux qui font les gâteaux. Donc c'est généralement ça part d'un besoin, Exactement. C'est vraiment la problématique, c'est ça. En fait, la problématique, et notre slogan, c'est Al-Qabla Matchqa. Et justement, Al-Qabla Matchqa, ça doit être Bla Matchqa avec facilité, avec utilité, avec rapidité, efficacité et sécurité surtout. Donc Wessila, qui veut dire le moyen, est venu
venu au jour. C'est pas le nom de quelqu'un de la famille. Non, c'est pas le voilà, voici. Moyen, voici là, voilà, la traduction intégrale. Là, exactement, c'est le moyen et notre logo, c'est une porte, vers la solution qu'on recherche. Et par souci de vie privée, pour préserver les vies privées, c'est que le concept, il est simple. Moi, disons, j'ai besoin d'un plombier ou j'ai besoin d'un produit cosmétique ou un produit pharmaceutique aussi. J'ai deux options. Ou bien aller chercher ailleurs, me déplacer physiquement, le chercher pour le retrouver. Ou bien je vais rentrer sur Wassila, je sélectionne la catégorie de mon besoin, je poste une annonce. Et dès que je la publie, instantanément, cette annonce est partagée avec tous les plombiers de la région pour augmenter les chances de trouver facilement un plombier. Mais des plombiers qui sont sur le réseau aussi là? Non, c'est préalable. Sur l'application. Parce que le réseau aussi là, c'est autre chose. Ah d'accord, ok. Ah, il y a aussi ça. Ouais. Donc c'est sûr. Alors le plombier, l'électricien, le pharmacien cosmétique, ils ont l'application Wassila Pro. Que vous démarchez vous-même ou alors ça se passe Alors comment ça se passe? C'est que oui, nous on démarche aujourd'hui, on a à peu près 1500 fournisseurs de services qui sont sur Alger. Donc on va commencer avec Alger. Rien qu'Alger a déjà 1500. Oui, c'est pas mal. Les wilayas limitrophes. Et en fait, il télécharge Wassila Pro. L'utilisateur de l'autre côté, il a Wassila. Donc il fait sa demande. Et instantanément, la demande, elle est partagée avec disons, s'il y a 300 plombiers aujourd'hui, instantanément, elle est partagée avec 300 plombiers. Donc, ils reçoivent une notification comme un réseau social. Exactement. Voilà, s'ils veulent bien prendre la demande. Exactement, ils peuvent accepter ou rejeter. Une fois qu'ils acceptent, il y a une notification qui va sonner chez le client et il peut recevoir jusqu'à 5 réponses. Il va choisir celui qu'il veut. Pourquoi? Parce que sur Wassila, il y a un système de notation aussi. On peut donner une note. Il y a aussi la nouveauté, c'est qu'on est le premier annuaire à être géolocalisé avec des pages Facebook, Instagram, des magasins ou des fournisseurs. Donc ça donne. On peut vérifier, c'est crédible. Exactement, voilà. ça reste crédible. Et en plus de ça, l'aspect sécuritaire est très important. Pourquoi? Parce que nos fournisseurs ne peuvent pas, en fait, même s'ils téléchargent Wassila Pro, ils s'inscrivent, ils doivent mettre une pièce d'identité pour vérifier leur identité, c'est-à-dire qu'elle est 100% sécurisée, il n'y a pas de faux profils qui sont à l'intérieur et c'est directement entre le client et le fournisseur. Nous sommes juste une passerelle entre le client et le fournisseur. On peut voir une vidéo pour donner envie à nos téléspectateurs de télécharger l'application. Bien sûr. À la vidéo de présentation de Wassila. Voilà, tout simplement. C'est un peu ce que nous disait notre invité. Et le slogan, c'est Elqab la Matchqa. C'est très de chez nous. On comprend que voilà, je crois que c'est ça le problème. Parce que quand il nous parlait tout à l'heure des différentes options, c'est soit on cherche, on se déplace, mais il y a toujours la même question, on ne sait pas où chercher et où se déplacer, parce que très souvent, c'est dans les urgences. Voilà, c'est exactement ça, Radia. Et du coup, on n'a pas le temps de réfléchir, voilà, on aimerait trouver des solutions. J'aimerais demander à Sidali, est-ce qu'il y a des prestataires, des artisans qui sont plus sollicités que d'autres, par exemple? En fait, oui, c'est selon la saison. Par exemple, en cette saison-là... C'est la clim, donc c'est les plombiers. Voilà, la période des canicules. En fait, on a les plombiers qui sont... ceux qui se spécialisent dans les froids et climatisation. On a ceux qui font les gâteaux aussi, parce que c'est, voilà... Les mariages. Ça, c'est toute l'année, hein. Exactement. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un pic, Radia. Il y a un pic en été. C'est pour les gâteaux de mariage. C'est vrai. Exactement. Mais pourquoi les mariages sont organisés en été? Je ne comprends pas. Il fait trop chaud. Oui, il fait chaud, mais les gens, souvent les gens prennent des congés pendant l'été. Ils sont un peu plus disponibles. Les enfants sont en vacances, donc les mamans sont à l'aise. Tu m'as convaincu, Radia, c'est bon, tu m'as convaincu. Voilà. En fait, exactement. Donc, ce que vous disiez, Ahmed, c'est que aujourd'hui, on a des difficultés à trouver ce qu'on recherche. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, mais je ne sais pas où le trouver. Nous avons développé la solution Wassila, l'application mobile Wassila, justement pour faciliter
cette recherche aux citoyens. On voit à l'image justement, il y a plusieurs catégories, voilà, il y a plusieurs catégories selon ce que vous cherchez, selon ce que vous posez comme question sur le moment. Exactement, et de ce fait, si je trouve facilement ce que je recherche, j'aurai plus de temps à consacrer à ma famille ou à faire des sorties, surtout le week-end, parce que généralement le week-end, c'est le week-end pour aller chercher. J'ai vu le cas du C-Pharmacie. Donc, même cette information, on peut la trouver. Exactement. En fait, et justement, nous allons bientôt faire un partenariat avec une association patient très connue. Et ça, en fait, c'est notre responsabilité sociale en tant qu'entreprise. C'est qu'on va faire on a fait un partenariat. Prochainement, ça va être lancé. Très bien. On sera heureux d'en parler. Avec plaisir, vous l'aurez en exclusivité. En fait, pour trouver que les patients puissent trouver facilement les produits pharmaceutiques. Parce qu'aujourd'hui, ça représente un souci. Et ça, c'est de ton background, Sidali. Tu as été pendant 15 ans dans le pharma, donc tu sais un petit peu le marché, comment ça fonctionne. C'est ça qui aide à réaliser. C'est exactement ça. Et en fait, durant mes 15 années, j'ai été pas mal de fois sollicité pour des amis, pour des proches, pour des voisins, même pour des gens que je ne connaisse pas, qui me demandent où je peux trouver ce produit pharmaceutique. J'ai mon médecin qui m'a donné ça, où je peux le trouver, c'est urgent, etc. Alors, c'est vrai que parfois c'est un parcours du combattant. On va d'officine en officine et on ne trouve pas, et de quartier en quartier. Et il faut dire que certaines personnes ne peuvent pas se permettre un tel circuit. Voilà, exactement. Surtout dans l'urgence. Oui, si on n'est pas véhiculé, si on n'a pas... Alors que si on sait au préalable quelle pharmacie exactement ciblée pour directement, comme tu le dis, pour ne pas perdre de temps, parce que c'est généralement des problèmes d'urgence. Donc voilà, donc on aura ce service avec Wassila directement. Exactement. On aura il est disponible aujourd'hui, mais en fait on va l'activer parce qu'on a déjà des pharmaciens et je les remercie d'avoir fait confiance pour être sur Wassila. Donc c'est en cours. C'est en cours, exactement. C'est en cours et on essaie aussi de rajouter plusieurs catégories de services. Aujourd'hui, on a plus de 25 catégories de services qui sont des catégories vitaux, si je veux dire ça. Et après, on va, selon la saison, par exemple, en fin d'été, on va mettre la catégorie librairie, etc. pour la rentrée scolaire. L'été prochain, ça sera vacances et hébergement au lieu que j'appelle à chaque fois pour trouver une place. Voilà, bon plan. Je vais directement mettre mon annonce. Elle est partagée avec les fournisseurs de services. Et là, je trouverai ce que je veux facilement. Et de la maison, je veux dire... Donc le panel est appelé à s'élargir. De plus en plus. Exact. Et en fait, dernier point, c'est que Wassila vous permet Internet, gaming, de vous dédoubler sur plusieurs personnages. Et c'est eux qui vont aller toquer à la porte de chaque fournisseur pour leur dire est-ce que vous avez ça ou est-ce que vous pouvez me régler le souci à la maison. Surtout si ça donne l'occasion à des professionnels de travailler et de c'est vrai, rendre service tout simplement. C'est vrai que si les plombiers sont très sollicités, d'autres corps de métier ne le sont pas autant, ou quand on est dans un quartier qui n'est pas très fréquenté, donc on aura la chance. Il y a le système de sécurité, il y a le système de confiance, donc voilà, quand il y a des artisans qui ont déjà été sollicités, qui sont notés par les utilisateurs, par l'application, donc on a forcément plus confiance. C'est comme pour les VTC, pour les applications, on se dit voilà, je préfère prendre ça au lieu de prendre un clandestin qui est illégal. Donc là, au moins, on est dans la sécurité. C'est exactement. C'est plus rassurant. Wassila, c'est en fait un VTC, mais pour toutes les catégories de services de tous les jours. Donc, très bien. C'est vendeur en tout cas. Je pense que c'est vendeur. Une petite ambition à annoncer peut-être. Une ambition en fait, c'est aujourd'hui on est avec Wassila et l'ambition ultime, c'est d'arriver à Wassila TV. Ah, carrément. Oui, carrément, arriver à Wassila TV. Donc, une web télé avec. Voilà, c'est un concept assez innovant aussi. Donc, ça sera la première marche. Et à travers vous, et que je vous remercie que le message de l'application Wassila est diffusé et participer aussi à l'ambition de fournir une application vraiment utile au quotidien.
pour retrouver et pour chercher et retrouver tous les produits qu'on souhaite et services. Voilà, donc القاب لا ما تشقى. القاب لا ما تشقى. Le slogan, moi je l'ai retenu, c'est bon. Super, ben, ça sert à ça des slogans qui accrochent. Il a fait du marketing, hein, attention, c'est pas pour rien. Justement, et ce que je voulais préciser ça, c'est qu'il est vrai qu'il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont de belles idées, j'avoue. Par contre, il y a des projets, de beaux projets qui naissent, mais qui sont mal structurés. Voilà, qui sont mal structurés, qui s'éteignent assez rapidement. Et pour cela, j'adresse un message aux jeunes entrepreneurs aussi de vraiment se construire d'abord une base de connaissances, de compétences dans différents domaines. Ne serait-ce que 20% de côté financier, 20% marketing, approche marketing, 20% management. Et quand ils mettent ça à côté de l'autre, ils pourront par la suite proposer quelque chose et bien le défendre surtout et s'assurer que ça va être un produit qui va représenter le besoin du marché et aussi un produit qui va aller dans la continuité et dans le temps. Mais je les encourage toujours, qui gardent la motivation. Et qui croient à leurs rêves, parce que c'est en croyant aux rêves qu'on a cette fougue à l'intérieur, cette énergie qui vient pour proposer quelque chose. Et pour concrétiser. Et pour concrétiser, et se dire pourquoi pas, je me lance et je me donne les moyens pour le faire. La preuve en est la naissance de l'application aussi là. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci pour le message, merci pour les jeunes. Et on sera ravis de les recevoir, Radia, ici. Ah oui, avec plaisir. S'ils lancent leur projet, on sera là pour les accueillir. Oui. En tout cas, bon courage pour le projet Wassila. Et j'espère qu'on n'aura pas à utiliser très souvent, mais si on en a besoin, on a une petite adresse, voilà, une petite passerelle, il disait tout à l'heure. Une belle porte. Voilà, une belle porte. Une belle porte sur tous ces services dont on a besoin au quotidien. Merci infiniment. Donc c'est Dali Hellel, porteur de ce projet qu'on vient d'écrire et de présenter ensemble. Et puis merci à Ahmed. Ahmed, vous avez préparé vos bagages ? Pour aller où? Au rang? Non? Ah oui! Oh là là, Tbia! Oui, parce qu'il y a le jeu méditerranéen, c'est ça? Oui, j'imagine votre curiosité, mais aussi parce que vous prenez part. Non, oui, parce que voilà, il y a le concert d'ouverture, de la cérémonie d'ouverture. Je suis peut-être pas censé le dire, mais voilà, je ferai partie de la cérémonie d'ouverture. Oui, vous êtes un des violons qu'on verra justement aux côtés de Salim Dada. Exactement. Donc on souhaite bon vent à tous ces musiciens, à tous ces athlètes qui se préparent d'ores et déjà pour cette belle cérémonie très attendue le 24. Et puis avant, on va un petit peu vous donner un avant-goût de cet espace et aussi de la répétition de la répétition de la cérémonie. C'est une très grande cérémonie. Donc c'est Samira Hadj Amol qui était sur place et qui nous en décrit un petit peu les détails. Au village méditerranéen, ces jeunes sont réunis autour du même objectif, maîtriser le geste en rythme et cadence et pour être synchrones durant la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens. Et pour ça, ils affichent une grande concentration, à fond pendant les stages et les entraînements. Les répétitions se passent très bien. C'est bien organisé, nous travaillons étape par étape pour produire une belle chorégraphie. La première journée, le sport, l'organisation est bien maîtrisée. Nous faisons absolument tout pour faire honneur à notre pays. Nous déployons toute notre énergie, tous nos efforts pour être à la hauteur de l'organisation des Jeux méditerranéens. Nous avons commencé aujourd'hui les répétitions. Il y a même des formateurs étrangers. Ça marche très bien. Ça va, la préparation. Tout va bien. Nous avons des formateurs, du personnel pour l'encadrement. Et à l'approche de l'ouverture de cet événement sportif méditerranéen, les répétitions s'intensifient et les derniers détails sont réglés comme du papier à musique. Nous avons 500 participants, dont les troupes de danse traditionnelle, les enfants aussi. À travers ce spectacle, nous voulons raconter une histoire, montrer l'Algérie dans ses plus beaux atours pour que les Algériens soient fiers de leur pays et que les touristes et les étrangers découvrent la richesse de notre patrimoine et la valeur des liens solides que l'Algérie entretient avec les pays méditerranéens.
أيضا التقارب اللي كان بين الجزائر وباقي دول البحر الأبيض المتوسط. La cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens reflètera la richesse de notre pays et de notre patrimoine, de quoi ravir le public qui pourra acheter les billets pour ce spectacle en ligne. En attendant, les danseurs se donnent à fond pour faire honneur à l'Algérie et offrir du plaisir et de la joie à tous les visiteurs d'Oran, ville hôte de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Espace. Voilà, je mimais un petit peu les danseurs qu'on vient de voir et qui se préparent d'ores et déjà pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Et bien sûr, on aura l'occasion d'en parler encore dans d'autres éditions. Là, on va parler de loisirs durant cette saison estivale. Vous aurez certainement à réfléchir avec vos membres de famille, voilà, tous les membres de la famille ou les amis, à des destinations probables pour passer un beau moment. Donc aujourd'hui, on vous propose une activité en particulier, le paintball, avec la présence parmi nous des représentants de l'association algérienne de paintball. Son président tout d'abord, Salim Mahieddine, bienvenue. Bonjour, merci. Ravi de vous retrouver. Puis Ahmed Ouar, ici présent, qui lui a en charge la sécurité, la technique pour justement ce jeu qui est un petit peu voilà, basé sur un aspect technique très important, n'est-ce pas? Oui. On peut décrire le jeu? Oui, donc bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on ne sait jamais. Bienvenue, allez, honneur au président. Merci. Donc le paintball, c'est un jeu d'équipe où il y a deux équipes qui s'affrontent. Alors le paintball comprend différents scénarios. Le scénario le plus connu, le plus utilisé, c'est le drapeau double. Donc on a deux équipes qui s'affrontent. Leur objectif est de récupérer un drapeau de la base adverse, le ramener à leur base sans se faire toucher par les tirs ennemis. Voilà, donc ça c'est le scénario le plus connu, le plus utilisé. Et où est-ce qu'il y a une certaine... Il y a juste le terme paintball qui vraiment donne une indication aussi du moyen avec lequel on joue. Très bien. Alors le paintball, il y a un certain équipement. Donc il y a un pistolet de paintball. C'est un lanceur. On appelle ça un lanceur de paintball ou un marqueur de paintball qui propulse des billes en gélatine colorée. Et à l'impact avec le joueur, elles éclatent et ça fait une couleur. Donc paint, c'est par rapport à la peinture et ball, j'imagine, par rapport à la bille. C'est très amusant en tout cas. C'est ludique. C'est aussi un jeu qui rapproche un petit peu des groupes d'amis, qui rapproche des familles, n'est-ce pas? C'est un jeu, généralement, on a des... Alors, c'est soit... Nous, en fait, il y a un système de réservation. Donc, à l'avance, on nous dit, voilà, on est un groupe d'amis, on veut venir tel jour, jouer à telle heure. Des fois, c'est des familles, est-ce qu'on peut ramener nos enfants? Quelle est la tranche d'âge? La tranche, voilà. C'est une question récurrente. La tranche d'âge, c'est à partir de 13-14 ans, ou bien selon la corpulence de l'enfant. Moi, je préfère que Monsieur Sécurité nous parle justement de la sécurité. D'accord. Alors, pour ce qui est de la limite d'âge... Voilà. Alors pour la limite d'âge, c'est beaucoup plus à partir de 13-14 ans, et ça dépend aussi de la corpulence du jeune. Donc à partir de 13-14 ans, il peut pratiquer le sport avec des règles de sécurité qu'il faut respecter. Alors on commence par un masque de paintball qu'on pourra voir après sur la photo. On l'a vu à l'instant, voilà. On revoit encore une image dans ce sens. Paintball, voilà. Donc le plastron, le gilet de protection et les gants qui vont avec le lanceur d'armes qui pèse à peu près, je pense, de 3 kilos. Donc qui propulse des billes de peinture avec de l'air comprimé. Oui. Très bien, c'est des billes de peinture qui se propulsent avec de l'air comprimé, avec un canon et tout le matériel. Donc ça se fait dans un terrain, un terrain qui est dans un terrain de, je dirais, voilà, 50-60 délimité, mètres, voilà, on dira, délimité avec un filet, voilà, avec des obstacles dans son sein pour se cacher. C'est ça, donc on fait ça. Voilà, donc quand les joueurs arrivent, vous leur expliquez un petit peu toutes les consignes de sécurité, voilà, notamment aussi vous les briefez par rapport à la distance à observer, la distance de sécurité avant le tir. Ça, c'est très important. Donc voilà, la distance de sécurité souhaitable, donc c'est 5-6 mètres, c'est une distance, donc ne pas tirer, parce que la bille, elle a fait un peu... donc ça peut faire mal. Ça fait un peu mal. C'est pour ça qu'il est souhaitable de ne pas tirer à moins de 6 mètres, voilà, et en aucun cas, il ne faut pas retirer le masque de paintball pendant la partie, parce que ça risque de faire de bien se concentrer sur la cible. C'est pour ça qu'il faut éviter ces accidents. Voilà, c'est ça. Pour les petits, pour les moins jeunes, on leur propose des tirs sur cible, ou bien des scénarios lapin. Très bien. Donc, ils tirent sur un lapin et non pas sur des personnes. Une personne qui lapin, le petit lui tire dessus, dans le terrain bien sûr toujours. Voilà, donc on voit justement ce matériel de sécurité là, ce sont les gants qui permettent de préserver aussi les mains. Voilà, le masque de protection, voilà, et le gilet pare-balles.
Donc c'est un matériel requis pour pratiquer le paintball. Tout à fait. Voilà. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Voilà, c'est nécessaire pour le bon déroulement de ce jeu qui, hormis ces mesures de sécurité, est très, très, très sympathique. Très sympathique, oui. Alors, il faut savoir que déjà le paintball, c'est souvent une sortie en amis. C'est pas un jeu individuel, c'est un jeu d'équipe. Donc déjà, il faut être un certain nombre de personnes pour pouvoir pratiquer cette discipline. Donc déjà, quand on sort entre amis, ça fait toujours plaisir. Ensuite, il y a l'aspect se cacher, régler des fois des comptes aussi entre amis, donc leur tirer dessus. Il y a une stratégie. Il y a une stratégie. Alors avant de jouer, les joueurs se réunissent, chaque équipe fait sa stratégie. Il y en a qui gardent le drapeau, il y en a qui sont assez sportifs, donc ils courent pour récupérer le drapeau adverse. Il y en a qui savent bien viser, donc ils s'occupent de tirer sur les adversaires. Voilà, si vous êtes parmi nous ce matin, messieurs, c'est que le programme est d'ores et déjà lancé pour l'été. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour cette période estivale? Racontez-nous. Alors pour cet été, Inch'Allah, on est au niveau du Foot 5 à Sawadi, à Ballota, chaque week-end de 10h à 19h, Inch'Allah. Et probablement juste après les Jeux méditerranéens, on sera au niveau d'Oran, au niveau du centre des conventions d'Oran. À partir de, on va dire, mi-juillet jusqu'à la fin du mois d'août, Inch'Allah. Très bien, donc vous serez déployés sur 2 villes. Alger tout d'abord jusqu'à mi-juillet, puis après Oran profitera aussi de ce jeu au centre de convention. C'est vrai que le centre de convention est spacieux. On peut y installer différents équipements et de la manière qu'on désire. Voilà, donc il y aura le paintball, il y aura du tir sur cible, il y aura de la chasse au lapin. Il y aura aussi plusieurs autres activités ludiques et de loisirs pour faire pratiquer aussi cette discipline au niveau de l'ouest du pays. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée des prix? Voilà, en régie, on se demande combien ça coûte. Très bien. Donc le prix. On peut le dire? Oui, bien sûr. Donc le prix du paintball, vous avez un forfait qui comprend l'ensemble du matériel, donc tout ce qui est masque de sécurité, gants de sécurité, vous avez le plastron de sécurité, ainsi que le pistolet paintball en air illimité. Vous avez un minimum de 40 billes par joueur pour un créneau qui peut aller de 30 minutes jusqu'à 1 heure de jeu. Donc c'est à raison de 1500 dinars la personne. Ensuite, il y a des forfaits. Quand c'est un groupe de 10 joueurs ou plus, chaque joueur bénéficie d'une réduction qui peut aller de 10% voire plus. Voilà. Et même on propose des adhésions gratuites pour ceux qui ont leur jour d'anniversaire. Pendant la semaine correspondante, on leur propose des adhésions gratuites. Voilà. Très bien, donc voilà, c'est super intéressant. Si une personne fait son anniversaire et on va dire le 1er juillet par exemple, une semaine avant et une semaine après le 1er juillet, si son anniversaire fait partie de ce créneau-là, peu importe quand elle vient au courant de cette quinzaine, son adhésion est offerte et cette adhésion aussi donne une réduction de 20% tout au long de l'année. Peu importe le nombre de fois. Avec une carte, bien sûr. L'adhésion, c'est là. Excellent. Donc vous êtes vous-même joueur? Vous êtes joueur? Oui, bien sûr. De nature, je veux dire, pas seulement pour le paintball. Vous jouez beaucoup, je le sens. Si vous êtes comme ça, ce groupe d'amis qui va dans ce sens, j'imagine que vous jouez dans votre quotidien. Oui, bien sûr. On a par rapport au paintball, donc c'est acquis. Même pour la façon dont on a fait connaissance pour le paintball, donc c'était comment justement? C'était comment? Alors c'était lors de nos voyages, donc à l'étranger, donc on a vu ça beaucoup plus en France, parce qu'en France on a vu que ça attirait beaucoup de jeunes, que c'était intéressant pour les jeunes. Donc on a pensé pourquoi pas, on va pas établir ça en Algérie, parce qu'il n'y avait pas ce sport en Algérie. Donc on a fait le premier pas et on a fait rentrer ce sport en Algérie. Et d'ailleurs on est la seule association qui fait ça en Algérie. Absolument. Donc vous proposez des programmes très intéressants en forêt, notamment à Baïnem. En forêt, on a fait même en salle fermée. On a fait même en salle à l'Achour. On a fait à l'Achour, Médinétique. Voilà, Médinétique, en salle fermée. Et on fait ça et c'était en nocturne. C'était en nocturne, oui, en nocturne avec les projecteurs et tout. Et ça vraiment, à la veille de l'écho. On a vu beaucoup de visiteurs. C'était pendant le Ramadan. C'est pendant le Ramadan et la saison estivale. C'est même après. C'est ça. Et cette année, donc, les soirées ne sont pas comprises dans la programmation? Si, pour Oran, si, elles sont comprises. Mais pas pour Alger. Pas pour Alger, non. Pas pour Alger. En forêt, donc en forêt, on ne peut pas avoir tout ce qui est éclairage, tout ce qui est, c'est un peu difficile de voir ça. Mais en salle, comme dans un centre de convention, on aura tout le nécessaire, tout le matériel pour faire pratiquer ce sport pendant la nuit. C'est ça, pendant les soirées. Vous recevez beaucoup de filles?
Oui, bien sûr, beaucoup de filles, toutes les tranches d'âge et toutes les catégories, tous les sexes, les filles. Donc, au début, c'était un peu réservé pour les filles, mais de plus en plus, on a beaucoup de sexe féminin qui est présent et qui est en force pour pratiquer ce sport. Oui, vous arrivez de trouver des filles contre des garçons ou alors c'est toujours des équipes mixtes? Non, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça, oui, il y a un peu de ça. Donc, c'est soit ça sera mixte, ou bien ils viennent, donc ils font, ils affrontent directement le sexe masculin pour prouver leur. Oui, voilà, le challenge, le défi, on défie la junte masculine. Voilà qui est dit par rapport un petit peu à cette nouvelle programmation. En tout cas, merci d'être venu ce matin pour en parler dans Bonjour d'Algérie, pour justement annoncer aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qui se demandent où est-ce qu'on va aller cette semaine, où est-ce qu'on va aller. C'est vrai qu'il y a le cirque, hein, profitez-en, c'est encore là, c'est au niveau des sablettes, mais aussi, donc on va rappeler le lieu pour le paintball. Alors pour le paintball, c'est le Foot 5, Stawali Bellota, chaque week-end de 10h à 19h. Les réservations se font par téléphone, donc il est très préférable de faire une réservation préalable par téléphone pour que justement qu'on n'ait pas tout le monde qui vienne en même temps pour le même créneau. Donc ça nous permet de gérer un peu le flux de personnes. Je peux donner le numéro de réservation? Bon, allez-y. Ouais, donc c'est un site ou une page Facebook. Alors on a donc le numéro de réservation qui est le 05 60 999 786. Et nous avons une page Facebook qui est Association Algérienne de Paintball et un compte Instagram qui est Paintball Algérie. Donc on peut nous contacter pour réservation ou pour toute information, on est là. Très bien. En général, quelles sont les journées où c'est vraiment full? C'est les week-ends. Les week-ends parce que pendant la semaine, pour que les gens travaillent et tout, ils ont des occupations, mais pendant le week-end, les gens se libèrent, ils peuvent venir pratiquer ce sport. Voilà. Beaucoup plus, c'est les week-ends. Même nous, on offre le paintball pendant les week-ends. Ce sera le vendredi, samedi, beaucoup plus. Parce qu'en semaine aussi, on travaille de notre côté. Oui, mais vous avez respectif, effectivement. Mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que ça peut durer de 30 à 1 heure. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça dure 1 heure par moment et qu'est-ce qui fait que ça dure une demi-heure par moment? Très bonne question. En fait, c'est chaque joueur selon comment il utilise ses billes. Parce que je vous ai dit au départ, chaque joueur a 40 billes. C'est le forfait de base, à 40 munitions. Ça veut dire qu'il a 40 tirs. Il peut les utiliser en 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, voire 1 heure. Donc c'est par rapport à ça. Et il a aussi la possibilité de recharger des billes supplémentaires. D'accord. Donc c'est selon sa consommation de billes qu'on peut savoir la durée du créneau. Voilà. Il faut savoir que le créneau comprend aussi plusieurs parties de jeu. Hein. Quand on dit une demi-heure et un créneau d'une demi-heure, ça peut comprendre jusqu'à 6 parties de jeu. D'accord. Donc quand on est un peu stratège, ça durera plus longtemps. On économisera les munitions, on économisera l'effort. On tiendra le coup plus longtemps. Donc merci infiniment, messieurs, pour cet éclairage. Et j'ai nommé là Salim Mahidine, président de l'Association algérienne de paintball, accompagné ce matin par Ahmed Ouar, qui est membre de la commission technique et sécurité pour l'association. Merci infiniment d'être là. Et merci de continuer de jouer comme des enfants. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Vous alignez plaisir. Voilà. Vous arrivez à joindre l'utile à l'agréable et c'est formidable. J'espère que vous en ferez autant. J'espère que vous vous amuserez autant que possible durant cette saison estivale qui s'annonce chaude mais très agréable. Il faut le dire. Donc, si vous êtes du côté d'Alger, n'hésitez pas à en profiter avec vos enfants, votre famille ou alors vos amis. Donc merci pour ceux qui sont avec nous. Dernière ligne droite dans cette matinale. On vous propose d'aller une pause musicale, si vous le permettez, avec cette fois-ci Méziane Amish et Hayat Zarrouk dans ce beau duo. حياة زروق دي جي عدل دانس فلور بلادي ما بالك ليش معاك قوليلي على ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات أنا ما نلقاك عمري حسي بيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري
عذريني شوية أنا مانيش ملي وغمتني الدنيا عمري خبرني قل لي فهمني كي عليا تخبي انا تتلفني ما نبغيش تنغبني ولا تنهاني رفدك في قلبي وخليهم خلي يا راني معك راني معك راني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي تصعب وعمرها ما تخليني ما بانت ليش معاك ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات انا ما نلقاك عمري حسي بيا عذريني شوية انا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عذريني شوية أنا مانيش مليح وغمتني الدنيا تنحس بيا كي نشوفك مغبون تتخلط عليا يا الغلطة فيا سمحي لي عيني شكون يفهمني شكون من غيرك انتيا يا راني معك راني معك راني في الشدة في المحنة عمري انا تلقاني راني عارف شي عارف باللي حبيبتي تبغيني غير هي اللي صعب وعمرها ما تخليني ما بالك ليش معاك ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات انا ما نلقاك عمري حسي بيا عذريني شوية انا مانيش ملي. Voilà, le duo donc qu'on vient de découvrir est celui de Mziane Amish et Hayat Zarrouk, donc ils nous chantent Habibti quelque chose. J'ai pas retenu l'intitulé de la chanson, mais c'est une belle chanson. Willilia, Machidilia, je sais plus. Voilà, on y arrive quand même. Bon, vous avez retenu le principal. Voilà, le principal, c'était quand même les chanteurs, voilà, dont j'apprécie énormément la voix. Oui, tout à fait. Donc, Mziane et aussi Hayat Zarrouk. On salue s'ils nous suivent ce matin. Tout à fait, ils nous régalent avec leurs beaux titres. Tout à fait. À chaque fois. Alors, vous aussi, vous amenez quand même... Bonjour Radia. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et effectivement, tous ceux qui sont encore avec nous ce matin et qui souhaiteraient avoir le meilleur de l'actualité culturelle du week-end, ben, voilà, l'adresse, elle est là. Radia, comme chaque mercredi, on ne s'est pas rencontrés depuis quelques semaines. Ravie de vous retrouver en tout cas. Et ça n'a pas changé. Figurez-vous que c'est toujours pareil. Chaque mercredi, on est là bien évidemment pour partager avec les téléspectateurs les rendez-vous culturels, les meilleurs bons plans à ne pas rater ce week-end. Et on va commencer par le parc de la Liberté où se trouve le musée de l'enfant, un très bel endroit et où actuellement une belle exposition leur est réservée à l'occasion de la journée de l'enfant le 1er juin et puis celle de l'enfant africain le 16 juin. Donc une exposition qui s'étale durant toute cette période. Elle regroupe de belles poupées, de beaux costumes traditionnels. Donc une exposition qui va permettre aux enfants de découvrir les différents costumes traditionnels qu'on peut retrouver dans les 4 coins du pays.
pays, des costumes aussi vêtus par de grandes figures de la révolution populaire algérienne, telles que Fatma Sommer, Emir Abdelkader. Donc une belle exposition, des poupées également que les enfants pourront découvrir tout au long de cette période. C'est la fin, après le bac, ça sera les grandes vacances. Donc un bel endroit où les enfants ainsi que les parents pourront s'y rendre tout au long de cette période pour découvrir cette belle exposition. Et puis, il faut dire que pour la journée de l'enfant africain, il y a tout un programme qui a été élaboré par d'abord les établissements art et culture, mais également le Théâtre national algérien. Tout à fait. Donc il y a vraiment une très belle programmation dans ce sens. Tout à fait. Donc plein d'activités sont organisées aussi à l'occasion pour marquer cette date festive qui concerne bien évidemment tous les enfants. Et les établissements art et culture se chargent justement d'étaler un long programme à l'occasion de cette date. Nous allons continuer avec le Théâtre national algérien Mouhiddine Bachtarzi plus exactement, où beaucoup d'activités se tiennent actuellement. Et une pièce à ne pas rater mercredi, aujourd'hui à 18h, demain à 18h également, et vendredi à 17h. Le vendredi 17 à 16h, il s'agit de la pièce Basta. Rappelez-vous, elle est écrite et réalisée par Brahim Chergui et c'est une production du Théâtre national algérien Mouhiddine Bachtarzi. Donc de beaux rendez-vous ce week-end en fin de journée, pourquoi pas. Et puis le samedi après-midi. 18h, vous disiez. Oui, à 16h le vendredi et 18h aujourd'hui et demain, jeudi. Très bien. Et puis le samedi, un autre rendez-vous vous est proposé par le théâtre qui concerne les enfants cette fois-ci, à partir de 14h30. Donc un bel après-midi où plein d'activités sont prévues, des activités dédiées aux enfants Radia. Nous allons aller du côté de Constantine pour parler d'un bel événement. Il s'agit de la 16e édition du Salon national de la dinanderie depuis mardi au centre-ville de la région de cette ville des ponts suspendus. Des produits d'artisanat confectionnés en cuivre, plateaux, bijoux et plein d'autres œuvres à découvrir, vraiment de belles œuvres à découvrir, et qui mettent en avant surtout le savoir-faire de nos artisans. Donc c'est du côté de Constantine. Et c'est vrai que c'est devenu une tradition à Constantine. J'avais déjà visité cet espace. Il y a des chapiteaux qui sont dressés en pleine place de la Brèche, et ça met en valeur cet héritage qui est très bien conservé dans la ville des Ponts. Oui, en fait, la dinanderie en particulier est vraiment préservée dans cette ville. Exactement, Nadia. Et puis, ça permet aux visiteurs de découvrir toutes ces belles choses qui sont faites par des artisans locaux, bien évidemment. Donc, un beau rendez-vous à ne pas rater si vous êtes du côté de Constantine. Une petite pause peut-être. On est loin, dommage. Oui, dommage, c'est vrai. Oui, une petite pause avec plaisir. Une petite pause s'impose. Ce que je peux vous proposer ce matin, c'est un reportage qui a été réalisé par notre collègue Bedia Amarni. Il s'agit d'une belle exposition qui se tient dans la ville de Djidjel cette fois-ci. Et on va découvrir ensemble avec les téléspectateurs aussi tous les détails de cette belle exposition. Et on revient juste après. Avec Bedia Amarni. C'est parti. C'est ça. Les fonds sous-marins dans toute leur splendeur s'invitent à la surface de la Terre pour éblouir les yeux des visiteurs de cette exposition initiée par le parc Taza à Djidjel. Faune et flore marine d'une beauté saisissante à travers l'objectif de ce jeune photographe passionné. Des images qui vous plongent dans les entrailles de l'aire marine protégée de cette wilaya côtière. On a organisé aujourd'hui une exposition photo, plus projection vidéo, court-métrage, pour mettre en valeur certaines espèces aussi qui ne sont pas connues, comme les nidibranches, il y a beaucoup d'espèces. L'aire marine protégée de Djidjel s'étale de Ras El Afia Grand Phare jusqu'à Ziama Mansoria sur une superficie de 9603 hectares, 147 espèces protégées y vivent. Dans le cadre des activités du parc national de Taza, donc c'est une aire protégée qui est classée en 1984 avec un label aussi, un label MAP. Donc des activités très riches dans la mise en œuvre du projet COGETO du parc national de Taza. C'est un projet de coopération internationale. Donc c'est des projets qui visent la protection de toutes les espèces faunistiques et floristiques. Le pescatourisme, qui est un type d'écotourisme, a été également promu à Djidjel à travers le projet du parc national de Taza.
Et le pescatourisme, c'est quoi? C'est un tourisme qui est par les pêcheurs et pour les pêcheurs. En fait, cette expo, elle vient vraiment à pic pour parler de la biodiversité sous-marine et spécifiquement à Jijel, une région qui est quand même réputée pour la richesse, sa richesse faunistique et floristique. Et moi, je dois attirer l'attention aussi de vos téléspectateurs que la biodiversité, elle doit rentrer dans notre culture d'une manière générale. C'est pas seulement une science, une discipline scientifique. Non, ça doit vraiment devenir culturel, un acte culturel. L'exposition a attiré de nombreux visiteurs charmés par ces fonds marins à la biodiversité extrêmement riche. On était surpris par les photos qu'il a prises, des espèces qu'on n'a jamais vues. Et on encourage. La corniche djidjilienne, avec ses plages paradisiaques, ne cesse d'émerveiller ses visiteurs. Sous ses eaux cristallines se cachent des merveilles qui peuvent servir d'atout pour développer davantage le tourisme. C'est l'une des perles justement de notre littoral Jijel et c'est à visiter absolument. Cette saison estivale, je vous conseille cette destination. Lilian, on va finir avec deux news. Oui, tout à fait, Radia. Donc deux rendez-vous à ne pas rater. Le premier, il est du côté du Bastion 23 où une exposition s'est ouverte mardi intitulée La céramique artistique, un artisanat, un art et un patrimoine. Donc elle se tient actuellement. Une vingtaine d'artistes prennent part à cette exposition, des artistes de renom dans le domaine de la poterie artistique et de la céramique. Donc ils présentent leur dernière création, des œuvres réalisées avec deux nouvelles techniques. Donc c'est une belle exposition à découvrir du côté du Bastion 23. Et enfin, entre autres, Jaïda Ouadef qui se met à la céramique, ses premiers amours, elle retrouve, et puis Bacha aussi qui propose une très belle sélection. En tout cas, c'est de nouvelles techniques, des œuvres réalisées avec de nouvelles techniques et de grands noms, je disais, des artistes de renom justement participent à cette belle exposition du côté du Bastion 23. Et on va finir en apothéose avec le rendez-vous tant attendu. Il s'agit de la foire internationale, la 53e d'Alger, qui a ouvert ses portes hier, et ce jusqu'au 17. Et donc au Pas Maritime, sous le thème pour un partenariat stratégique, donc un rendez-vous attendu, économique aussi majeur pour les opérateurs économiques algériens et internationaux. Donc c'est du 13 au 17 juin, Radia, donc un beau rendez-vous. Et il est à noter, bien évidemment, à rappeler que les États-Unis d'Amérique sont l'invité d'honneur avec la participation de 35 entreprises représentant divers secteurs. Merci infiniment, Lilia Ben Nasser. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent ce matin. Au revoir et à très bientôt. عذريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسي بيا عذريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري خبرني قل لي فهمني كي عليا تخبي انا تتلفني ما نبغيش تنغبني ولا تنهاني رفدك في قلبي وخليهم خلي يا راني معك راني